Bonsoir à tous. Ce soir, dans Passion Patrimoine, je vous emmène dans le Nord-Pas-de-Calais, une région à découvrir ou à redécouvrir pour la richesse de son patrimoine naturel et architectural. Nous survolerons les 120 km de la côte d'Opale, des paysages sauvages à l'image des falaises de craie du Cap Blanc-Nez. Formées il y a 100 millions d'années, elles sont les mieux conservées en France et culminent à 150 mètres de hauteur. Ces falaises sont surmontées d'un obélisque érigé en hommage aux soldats anglais morts pendant la Grande Guerre. Au large du Cap Griné, nous suivrons des ornithologues. En septembre, jusqu'à 20 000 oiseaux peuvent passer dans cet endroit en l'espace d'une demi-journée. Ils rejoignent le sud pour y passer l'hiver. À 60 km des deux caps, Dunkerque, une ville détruite à 80% pendant la Seconde Guerre mondiale. Bernard Verboën est l'architecte de la ville. Il nous fait découvrir l'un des rares quartiers à avoir échappé au bombardement. C'est le quartier excentrique, des constructions typiquement art déco, une folie imaginée dans les années 30 par François Reinhardt, un artiste de la région. Autre quartier préservé, Malo-les-Bains, une station balnéaire construite sur des dunes à l'est du centre-ville. Avec son casino et ses villas souvent spectaculaires, c'est un lieu à la mode au début du XXe siècle. Incontournable aussi, la ville de Lille, l'ancienne capitale des Flandres, est devenue française sous Louis XIV. L'architecture du centre-ville témoigne de cette double culture. Dans le Nord-Pas-de-Calais, le patrimoine est aussi culinaire. Jean-Noël Top est un des 10 derniers producteurs de fromage de Bergues. Fromage préparé à la bière et fabriqué depuis le XVIe siècle. Les paysages de la région sont toujours marqués par le passé industriel. L'architecture témoigne aussi de la richesse des grandes familles du Nord, comme la villa Cavrois, un chef-d'œuvre de l'architecture du XXe siècle, signé Robert Mallet Stevens. Après 15 ans de travaux, elle a ouvert ses portes au public en juin dernier. Voici Le goût du Nord et du Pas-de-Calais, un film de Maha Kara et Tony Casabianca. Le nord de la France, c'est une vraie unité territoriale sur une zone qui est humanisée depuis des générations, des milliers d'années. Il n'y a pas un espace vierge, tout est cultivé, occupé par les hommes, et puis en même temps des ruptures qui sont nettes. Un territoire qui a une vraie unité par son empreinte humaine et qui a une vraie diversité également dans sa géographie et dans la manière dont les hommes ont maîtrisé ce territoire. Jean-Denis Clabaud est passionné d'histoire. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur sa région. Ce matin, il entame un survol du Nord-Pas-de-Calais pour le décrypter vu du ciel. L'avion se dirige d'abord vers l'ouest. Voilà, on aperçoit la mer. Oui, elle brille à l'horizon. Aujourd'hui, il va parcourir la partie occidentale de ce territoire. Après avoir longé le littoral, il traversera les monts de Flandre, une série de collines qui marquent la frontière avec la Belgique. Il terminera son parcours à Lille, la capitale de la région. Au-dessus des falaises du Portel, l'avion commence son survol de la côte d'Opale.
l'une des plus belles de France. Bordée par la Manche puis la mer du Nord, elle s'étend sur 120 km. Le trait de côte. Moi, je l'ai fait 10 fois à pied par le Gers du Littoral, mais là, c'est exceptionnel. Jean-Denis s'approche de Boulogne-sur-Mer, le premier port de pêche français. La ville se découvre presque tout d'un coup. Il se dirige vers la partie médiévale de la cité. Posé en hauteur, à l'abri de ses remparts. Tout en haut, il y a cette perle qui est la ville haute, dominée par la statue de la cathédrale qui est vraiment imposante. La basilique Notre-Dame est l'un des plus grands édifices du nord de la France. Son dôme culmine à 100 mètres de hauteur. Construite au XIXe siècle, son architecture est inspirée de Saint-Pierre de Rome. Et puis sa promenade des remparts, les remparts qui sont admirablement conservés. Cette ville est magnifique, la vieille ville est magnifique. Dans le prolongement de Boulogne-sur-Mer, on trouve nichée toute une série de stations balnéaires. La première est celle de Wimereux, une très belle station balnéaire, très prisée, qui a un charme désuet, avec quelques grands hôtels, l'hôtel de la plage, l'hôtel Bellevue, évidemment, et puis ces maisons caractéristiques qu'on trouve tout le long de la côte. Et avec une particularité, ce sont toutes les petites cabines blanches qui sont des cabines de bain et qui appartiennent à des familles qui se transmettent de génération en génération. Une petite station balnéaire qui a un air anglo-normand. Les Anglais appellent cette région le South Kent, le Kent du Sud, parce que juste de l'autre côté de la Manche, le Kent ressemble tout à fait à ce paysage-ci. Et donc quand les Anglais viennent s'y installer, ils ont l'impression encore d'être chez eux. Jean-Denis quitte maintenant Wimereux et continue son trajet vers le nord. Le littoral devient plus sauvage. C'est le territoire des dunes. Puis apparaît la baie d'Ambleteuse avec son fort. Achevé en 1690, c'est une œuvre de Vauban, l'ingénieur du roi Soleil. Avec sa tour d'artillerie et son rempart en forme de fer à cheval, il a été construit sur un estuaire pour protéger l'entrée d'un port de guerre. On arrive au Cap Grinet. Le Cap Grinet marque la pointe du littoral français la plus proche des côtes anglaises, distante de seulement 30 km. C'est ici que la Manche rencontre la mer du Nord. Le Cap Grinet qu'on aurait pu appeler Cap des Tempêtes, parce qu'il y a quelques records de vent qui ont été enregistrés ici. Quand ça souffle beaucoup. Kilomètres plus loin se détachent les imposantes falaises de craie de l'autre grand cap du nord de la France, le Blanc-Nez. Encore plus spectaculaire, il culmine à 150 mètres de hauteur. Surplombant la mer, un obélisque est érigé en hommage aux soldats anglais morts pendant la Grande Guerre. Le site témoigne également de la violence des combats entre 1940 et 1945. Le sol est perforé d'innombrables cratères, puisque les bombardiers anglais ont déversé ici des centaines de tonnes de bombes pour essayer de faire sauter les très nombreux blocos qui ont été construits ici, puisqu'évidemment, de cet endroit,
On a une visibilité directe sur l'Angleterre et c'était un endroit éminemment stratégique. « 20 km plus au nord, l'avion survole un autre paysage. Une zone de marais autour de l'estuaire du fleuve Aar. Le cours d'eau a été canalisé pour tenter de limiter l'envasement. Ce polder constitue aujourd'hui la réserve naturelle du Platier-d'Oie. On est dans la plaine maritime, patiemment gagnée par des générations d'hommes sur la mer, grâce à un réseau de fossés profonds, avec de l'eau qui a été extraite, comme dans les polders des Pays-Bas, à l'aide de moulins. C'est ici que Jean Denis quitte le littoral. Il se dirige vers les monts de Flandre. Devant, du relief, ce qui paraît presque incongru ici. Mais il y a bien du relief dans le Nord-Pas-de-Calais. Cette plaine flamande, c'est une unité qui est bordée par toutes ces collines qui viennent la fermer comme un écrin et qui est d'une grande fertilité agricole. Le mont Cassel est la plus haute de cette série de buttes avec ses 170 mètres d'altitude. Quand on est en haut de la colline, on a une vision à 360 degrés qui est exceptionnelle. Élevée sur cette place forte naturelle, la ville de Cassel est depuis l'époque romaine un site stratégique pour dominer la région. Théâtre de plusieurs batailles entre Français et Néerlandais, elle conserve une forte empreinte flamande avec sa grande place entourée d'hôtels particuliers. Sur la crête, au bout de la rue principale, apparaît la collégiale gothique Notre-Dame de la Crypte, avec sa haute tour carrée et ses 3 nefs de même hauteur. Et à travers cette plaine plate, nous sautons allègrement de montagne en montagne. 15 km plus au sud, l'avion s'approche d'un autre mont des Flandres, le mont d'Eka. Très belle abbaye du Mont d'Eka. Perché au sommet d'un mont qui est couronné de forêts et de bois assez touffus. Une abbaye très caractéristique avec les bâtiments monastiques et la ferme qui se trouve derrière. Depuis le début du 19e siècle, l'abbaye est occupée par une communauté de moines trappistes. Et on ne dira jamais assez combien la lumière rasante de fin de journée idéalise ces paysages. Après avoir survolé de cette manière la plaine flamande, on ne peut plus parler de plaine. On sent qu'on commence à quitter la plaine flamande pour se rapprocher de la capitale, des Flandres. La densité urbaine devient plus importante. Pour la dernière étape du vol, Jean Denis et le pilote se dirigent vers l'île. Un peu à l'écart du centre-ville apparaît un immense monument en forme d'étoile à 5 branches. Le chef-d'œuvre de Vauban, la reine des citadelles, elle est absolument remarquable. Elle est particulièrement bien conservée. La place forte est bâtie en 1667 sur ordre de Louis XIV. Les bâtiments entourent une place d'armes pentagonale et bénéficient tous d'une architecture soignée. Ce chef-d'œuvre est le premier grand ouvrage militaire de Vauban. On est au-delà de l'architecture quand ça se voit du ciel.
On a même l'impression que ça a été dessiné pour être vu du ciel. Il y a un côté sublime, harmonieux. La réalisation de l'architecture frise la perfection. En 1667, Louis XIV conquiert Lille. Cité prospère au cœur stratégique de l'Europe, la ville est alors une métropole flamande dans toute sa splendeur. Avec sa grande place, un immense rectangle à l'aspect minéral, conçu à l'origine pour accueillir un vaste marché, comme à Bruxelles ou à Anvers. Cet espace est encore aujourd'hui le cœur de la ville lilloise. Édifiée 15 ans avant l'entrée du Roi Soleil, la Vieille Bourse témoigne de cette époque où la ville n'était pas française. La Bourse est un monument emblématique pour la ville. C'est un symbole parce qu'en fait, Lille a toujours été une ville liée au commerce. Donc on a un très beau cadre vraiment typique de l'influence des Pays-Bas. Et l'architecture est complètement inspirée en fait, de l'hôtel de ville d'Anvers. Éline Olivier est historienne. Elle conseille les architectes qui restaurent les immeubles les plus anciens. Ce monument est un condensé des codes de l'architecture flamande. On a un décor assez présent en ornementation avec les mascarons, les grotesques, les chutes de fruits que l'on voit en fait sur les façades. Les mascarons et les grotesques, ce sont des figures grimaçantes, mi-personnage, mi-animal. Et donc là, on a une tête grimaçante avec moustache, avec des dents. Et en fait, si on regarde, aucun mascaron, aucun personnage ne se ressemble. Donc on a un décor dans l'esprit qui se veut uniforme, mais avec à chaque fois un travail, une recherche iconographique différente. Autour de la Vieille Bourse, l'architecture raconte comment peu à peu, la ville est devenue française. Sur ce monument, édifié 20 ans après l'annexion de Lille à la France, la décoration est plus épurée et les sculptures moins nombreuses. Quelques rues plus loin, l'évolution est encore plus flagrante. Là, on arrive en fait sur la rue de la Bourse, face à des maisons assez typiques des années 1670-1680, donc juste après la conquête de la ville par Louis XIV. Et elles reprennent à la fois le début du style français et encore un petit peu du style maniériste, du style flamand. On voit progressivement que le décor s'affine, s'allège, avec aussi l'apparition des petits anges de part et d'autre des fenêtres. Et quand la fenêtre appartient à un même propriétaire, les petits angelots se regardent, tandis que quand on est sur une séparation, une mitoyenneté, les anges s'affrontent, ils sont dos à dos. 3 ans après la conquête, en 1670, la ville s'étend vers le nord. Une grande artère est percée, la rue Royale. Un nouveau quartier est créé, selon un plan géométrique avec des rues droites et de grandes parcelles à bâtir. À l'abri des portes cochères, on construit des hôtels particuliers qui s'inspirent de ceux du Faubourg Saint-Germain à Paris. Ils respectent la disposition classique avec une façade sur cour et une sur jardin. Éline est attendue dans l'une des plus belles demeures de la ville, l'hôtel d'Aubersart. C'est depuis le parc que se révèle toute la splendeur de la façade. Ça, c'est mon paradis, tu vois. Oui, c'est magnifique. Les fenêtres sont symétriques. Leur taille est caractéristique de l'architecture française du XVIIIe siècle.
On a une architecture qui est maintenant sans décor, sans sculpture, avec juste des encadrements de baies en pierre. Et donc on va avoir une architecture qui est très sobre, juste avec l'alliance de la brique et de la pierre. Et là, on voit vraiment la mode française, le style franco-lillois qui va se développer jusque dans les années 1720. À proximité, au pied de l'église Saint-André, se dévoile le plus grand hôtel particulier lillois, l'hôtel de l'Amissard. Ici aussi, une partie des façades donne sur la cour, l'autre sur les jardins. À l'intérieur, un escalier en ferronnerie dessert les chambres à coucher. La bibliothèque est ornée de boiseries sculptées, typiques du style du XVIIIe. À l'extérieur, le jardin offre une vue imprenable sur le clocher de l'église. Cet hôtel fait partie des exemples le plus parfaits d'architecture à la française du milieu du XVIIIe siècle. Il est très élégant, il est sobre. La sculpture est complètement bannie de la façade. C'est simplement les lignes, une composition et une symétrie qui vont donner son élégance et son caractère à cette façade. Et c'est un des derniers grands hôtels construits dans la partie de la ville qui a été agrandie. À 120 km à l'ouest de l'île, dans le Pas-de-Calais, sur la côte d'Opale. Une géologue se dirige vers le Cap Blanc-Nez. Quand on arrive dans la région Nord-Pas-de-Calais, quand on est géologue, il y a des choses qui interpellent. Il va y avoir le bassin minier, forcément, avec les terris, le charbon. Et il va y avoir la craie, cette roche que l'on trouve partout dans nos paysages, qui s'exprime particulièrement bien ici au Cap Blanc-Nez. Donc forcément, ça attire. Gaël Guyetan travaille pour le Conservatoire d'espaces naturels du Nord-Pas-de-Calais. C'est sur cet escarpement que l'on trouve les falaises de craie les mieux conservées en France. Ces murailles naturelles se sont constituées il y a 100 millions d'années. Elles culminent aujourd'hui à 150 mètres de hauteur. La craie, une roche sédimentaire calcaire, forme ici un massif de 6 km de long. Le calcaire, c'est la même substance que moi je vais trouver dans ma bouilloire. Et ces petites plaques calcaires se sont déposées sur les fonds marins, se sont accumulées sur plusieurs millions d'années et sont devenues cette énorme quantité de roches que l'on a aujourd'hui au Cap Blanc-Nez. La géologue surveille l'évolution de ce promontoire sur la Manche. Chaque année, le Cap Blanc-Nez recule d'environ 7 cm. Cette érosion n'est pas due aux attaques de la mer, mais à l'immense nappe d'eau douce qui s'infiltre dans la roche. Elle provoque fissures et effondrements. À cet endroit-là, on a deux beaux exemples. D'une part, ce gros bloc de craie qui effectivement est tombé du haut de la falaise. Et cette construction militaire, on en a plusieurs répartis sur le littoral, qui petit à petit se retrouvent en porte-à-faux par le recul de la falaise et se détachent et se retrouvent au sol. On pourrait imaginer que l'installation qui est là-haut, effectivement, dans quelques années, la roche qui est en dessous cède et qu'il se retrouve ici, sur l'estran. Le Cap Blanc-Nez est la façade nord du plateau de l'Artois.
Ce massif crayeux se poursuit sur 200 km à l'intérieur des terres. Réservoir d'eau potable de la région, il alimente 90% des habitants du Nord-Pas-de-Calais. Certaines sources réapparaissent à l'air libre, au pied de la falaise. Il y a 10 000 ans, la Grande-Bretagne était reliée au continent et le détroit du Pas-de-Calais était une vallée. La dernière déglaciation a fait monter le niveau de la mer de plus de 100 mètres et l'actuelle Angleterre est devenue une île. Cette craie qui est sous nos pieds là, en fait elle est en continu depuis la craie qui constitue la falaise jusqu'en Angleterre face à nous. Ces falaises en Angleterre qui sont elles aussi composées de craie. La même craie que l'on a, en fait elles sont en vis-à-vis toutes les deux et rejointes par cette craie en profondeur qui là affleure sous nos pieds. Gaëlle quitte maintenant le littoral et s'enfonce dans les terres. Elle se dirige vers la colline de Mimoyec, à 6 km du cap Blanc-de-Nez. Dans la couche de craie, une page méconnue de la Seconde Guerre mondiale s'est écrite. L'armée allemande y a creusé un gigantesque site secret avec des galeries souterraines destinées à abriter des rampes de lancement de missiles. L'objectif de l'armée nazie, quand ils ont commencé à construire cette base militaire, c'était de pouvoir bombarder en continu, avec de toutes petites charges, la ville de Londres pour terrifier ses habitants et faire céder le gouvernement britannique. Pour ce chantier démesuré, l'occupant a détourné la voie ferrée depuis Calais. 2 kilomètres de cavités ont été creusés. Aujourd'hui, seul le premier niveau, à moins 30 mètres, est accessible. Mais en 1943, la base souterraine descendait à 100 mètres de profondeur. Pour construire un complexe de cette épaisseur sur 3 niveaux, il fallait une roche qui soit homogène pour garantir la stabilité de l'ouvrage. Ici, on a justement 150 mètres de craie et ils ont commencé à creuser la forteresse de Mimoyec, donc sur 3 niveaux, avec ici notre galerie principale, 11 galeries latérales qui menaient aux rampes de lancement qui étaient orientées directement vers la ville de Londres. Creusé en plein cœur du plateau de l'Artois, ce site est une mine d'informations pour les géologues. Les craies que l'on a ici à Mimoyec sont les mêmes que celles que l'on retrouve au sommet du Grand Blanc-Nez. Sauf qu'au sommet du Grand Blanc-Nez, elles sont à 130 mètres d'altitude. Ici, elles sont à portée de main. Et pour les scientifiques, c'est extrêmement intéressant parce que ça leur permet d'étudier ce qu'ils ne peuvent pas voir forcément facilement. Mimoyec sert de relais pour l'étude du cap Blanc-Nez. Il a fallu 1 an aux ouvriers et aux prisonniers réquisitionnés pour creuser les rampes de lancement de Mimoyec. Les fentes sur les murs témoignent encore des coups de pioche qu'ils ont donnés. On a encore le témoignage du travail de ces hommes-là, imprimé sur ces parois-là. Donc c'est vrai que c'est... Bon, pour le géologue, il y a la roche, mais il y a aussi l'aspect historique et comment cette forteresse elle a été construite et quelle est son histoire. La base a été mise hors d'état de nuire par des bombardements anglais en septembre 1944. Elle n'a jamais lancé aucun missile. Il reste encore la partie supérieure de quelques rampes de lancement pointées vers l'Angleterre. À 60 km des 2 grands caps, sur la côte d'Opale, un autre territoire a durement subi les destructions pendant la Seconde Guerre mondiale, Dunkerque. Au cœur des combats, la cité a été presque entièrement rasée avant d'être rebâtie dans les années 50.
Dunkerque, c'est une ville reconstruite, avec une identité architecturalement très forte, un port et une plage qui s'étend jusqu'à la Belgique, qui est sur 15 km de long. On a vraiment des paysages très très différents qui viennent s'entrechoquer. Dunkerque, c'est vraiment ces trois éléments-là. Bernard Verboen est l'architecte de la ville. Dunkerque a été effectivement détruite à environ 80% pendant la Seconde Guerre, et le port à quasiment 100% d'ailleurs. Mais le centre-ville, lui, a été reconstruit. Le principe de la reconstruction, qui était de fabriquer une ville en 10 ans, fait que l'on a une impression d'homogénéité et de cohérence architecturale surtout. Dunkerque, la glorieuse, à la Libération n'était que ruine. Plus de 4000 maisons détruites, son grand port ravagé. Dunkerque allait-elle être rayée de la carte? Elle ne l'a pas voulu, elle renaît aujourd'hui. Dunkerque comptait 30 000 sinistrés, misérables, errants. En 1945, il faut reloger au plus vite les 30 000 habitants. D'abord dans des maisons en kit, puis dans un vaste projet d'urbanisme qui repense toute la cité. Le nouveau Dunkerque a de larges avenues et des immeubles bâtis par blocs. Les plus emblématiques sont les îlots rouges. On utilise des matériaux de construction divers, parce que là on a de la terre cuite, mais il y a d'autres endroits où on va avoir de la brique en parement, on va avoir du métal, on va avoir du gravillon lavé, c'est-à-dire que des panneaux de gravillon qu'on vient laver. On a les éléments carrés qu'on va retrouver et qu'on va retrouver partout, et qui va faire que l'œil se rappelle, et du coup on sait qu'on est dans le même environnement. Donc les architectes essayent tout un ensemble de matériaux différents, on expérimente. On est dans la ville moderne, c'est-à-dire que c'est vraiment la ville, je n'allais pas dire de Monsieur Hulot, mais presque. C'est une architecture d'abord qui est venue d'un seul coup, donc on n'a pas appris à aimer. En tout cas les Dunkerquois, les gens qui ont été relogés, donc ils venaient d'un habitat tout à fait normal, classique, pour être relogés dans un habitat certes plus performant, mais en même temps avec une image qui est quand même un petit peu bouleversée par rapport à leur habitat. À l'écart du centre-ville, un secteur typiquement art déco a échappé au bombardement. Le quartier excentrique. Une trentaine de maisons entourant une rue disposée en U. Une folie entièrement imaginée dans les années 30 par François Reinhardt, un artiste de la région. Bernard y a rendez-vous avec une habitante, elle aussi architecte. Le quartier a une cohérence d'ensemble assez extraordinaire. Toutes les maisons sont différentes, mais elles ont toutes une caractéristique identique. À l'époque, François Reinhardt conçoit ces maisons avec une vue d'ensemble. Elles donnent l'impression d'être imbriquées les unes dans les autres. La volute de gauche, elle mord sur la façade d'à côté, et puis la corniche de la maison bleue déborde sur la maison d'à côté. Sur ces façades édifiées en continu, c'est le changement de couleur qui délimite les propriétés. Le concepteur a baptisé l'une des constructions les plus surprenantes du quartier, les cubes. On est en 1925-30, on découvre le béton. C'est un matériau qui permet de faire plein de choses. C'est pour ça que ces maisons-là sont des maisons de sculpteurs, finalement. C'est des maisons sculptures. Il y a vraiment une adéquation à l'extrême entre le nom de la maison et la conception elle-même. Et là, vraiment, tout est sur la base du carré et du cube en 3 dimensions. Donc les pièces intérieures sont carrées, 4 mètres sur 4. Les fenêtres sont carrées. Le sas d'entrée est cubique. Au sommet, il y a une grappe de cubes qui semble sécréter des stalactites donc qui couronnent l'ensemble. C'est une de ses plus belles réussites, je trouve, sur le plan de ses conceptions géométriques.
Le soir tombe sur la côte d'Opale. Demain, Bernard est attendu dans un autre quartier emblématique de Dunkerque, Malo-les-Bains. Il révèle une autre histoire de la cité, celle de la villégiature balnéaire du début du XXe siècle. La station voit le jour sur les dunes de l'est du centre-ville. Dans les années 1880, Gaspard Malo, un riche industriel dunkerquois, achète ce terrain vague pour y développer de l'agriculture. Mais rien ne pousse sur le sable. Il décide alors de lotir son terrain et vend des parcelles à ses amis parisiens. Les premières maisons sont construites en pleine vogue des bains de mer. À la Belle Époque, Malo-les-Bains devient un lieu à la mode. Les vacanciers viennent ici profiter du casino et du bord de mer. Face à la plage, sur la digue, les villas aux couleurs vives rappellent la légèreté des belles journées d'été. À chacune son style, à chacune ses couleurs, à chacune son nom. Bernard a rendez-vous avec une jeune architecte passionnée par l'Art Nouveau. Alors là, on va arriver sur une maison qui est monument historique inscrit, la Villa Covadis, qui est une superbe maison dans le style Art Nouveau. C'est un très bel exemple parce qu'elle est quasiment dans son jus. Les pièces de bois que l'on voit sur les beaux windows sont des pièces qui ont été fabriquées à l'unité, qui nécessitent un travail de menuisier, de charpentier, qui s'apparente plus à du compagnonnage et à de l'œuvre d'art, plutôt qu'à de la construction. Ces résidences de vacances sont reconnaissables à leurs beaux windows importés d'Angleterre. Ces balcons vitrés, conçus pour profiter du soleil et du panorama en se protégeant des intempéries. Ça raconte aussi l'histoire sociale des bains de mer. Parce que ces maisons-là, c'est des façades qui proposent des beaux windows, des terrasses, des choses comme ça, pour voir la mer. Mais en fait, quand on regarde les décorations, c'est pour être vu aussi. On décore sa maison, on la montre, et c'est une certaine forme de marquage de son statut social. Les façades dévoilent la personnalité des propriétaires. On retrouve souvent des inspirations de ce que les gens ont vu, ou ramené, ou de leurs rêves, ou des choses comme ça. C'est ça aussi qui fait toute la richesse de ces décors-là. Pourquoi des têtes de poisson sur cette maison-là? J'en sais rien. Mais j'imagine que le propriétaire alors était peut-être patron pêcheur, ou il avait un amour particulier pour la mythologie, si c'est des poissons mythiques. D'une part, lui a rêvé, mais nous, ça nous permet de rêver aussi. La villégiature autorise toutes les fantaisies. Elle compose un décor éclectique. Les architectures les plus variées créent pourtant une harmonie d'ensemble, typiquement balnéaire. Bernard et Lisa se dirigent vers la Villa Ringot, la plus spectaculaire de Malo-les-Bains. Elle a été construite par un sculpteur en 1910. On va avoir deux parties qui sont ornées toutes les deux de manière différente, avec des têtes. Alors là, on a le jour et la nuit. Là, on a la nuit, avec un hibou et une fille qui dort. Et là-bas, on a un coq, c'est le jour, avec une fille qui est réveillée. D'après l'histoire, ce sont les filles du sculpteur qui sont dessinées. Avec l'Art Nouveau, des formes plus libres ornent les constructions. Le principe de l'Art Nouveau, c'est de s'inspirer de la nature, donc les formes organiques. Et dans la nature, on n'a pas de forme parfaitement symétrique. Et du coup, l'Art Nouveau jouait de ça aussi avec des jeux d'asymétrie pour justement rappeler ce côté nature.
Bienvenue. Merci La beaucoup. villa moscovite. Pour terminer la visite, Bernard et Lisa se rendent dans une maison originale en retrait du front de mer. Les deux architectes y accèdent pour la première fois. Voilà, waouh. Ça valait quand même le jus. Hein. Ça valait, oui, ça valait le déplacement. Voilà. La villa moscovite a un air d'Isba, les maisons de vacances russes. Ça, alors moscovite, bon, c'est un petit peu une légende. Hein, il y a le tsar Nicolas II qui est venu inaugurer la mairie de Dunkerque, mais en 1901. Et donc ça serait suite à sa venue qu'on aurait donné le nom de Moscovite à cette villa. Construite en 1913, inscrite à l'inventaire des monuments historiques, elle a été rachetée par des amateurs d'architecture. C'était le coup de foudre. Hein. Déjà, c'est vrai qu'on est quand même plus ou moins dans le centre de Dunkerque, donc c'est vrai que c'est un petit havre de paix. Et puis après, nous, on est aussi amoureux du patrimoine. On a déjà restauré une maison entière, c'est notre deuxième. Et donc, on avait aussi envie de la protéger et puis de la sauvegarder, quoi. L'intérieur réserve des surprises. À l'origine, c'était la salle à manger ici, en fait. On retrouve des petits codes de salle à manger. Donc, par exemple, le radiateur chauffe-plat qui est là. Ça, on le voit rarement. Extra. Donc, on maintenait les plats au chaud ici dans le radiateur. Avec des choses déjà... C'est des trouvailles de fou. Hein. Pour 1920, la prise au sol. Ah, bah ouais. Quand même. Et la prise au sol. À l'espace. La décoration du grand salon est restée intacte. Toutes les boiseries, les décors, tout était comme ça. On est juste venu poser nos meubles à l'intérieur. Et tout est faux, en fait, faut savoir, hein, parce qu'on a l'aspect faux marbre, c'est du bois. C'est du bois. C'est du bois peint. Il y a un détail que je trouve assez impressionnant, c'est il y a des constants rappels qu'on est quand même en bord de mer. On a beau être sur du classique, dans la décoration, dans toutes les dorures, on retrouve là les algues, on retrouve les petits coquillages à chaque fois, partout, même au niveau des appliques. C'est ça, c'est ce souci du détail qui enrichit beaucoup cette pièce et qui lui donne justement un côté, même si on est dans le classique, il y a quand même un petit côté excentrique du coup. Alors ce miroir, là, lui je suppose qu'il est d'origine. Il est d'origine aussi. Celui-là, il a été cassé par un Allemand lors de la débâcle en 1944. Qui a tiré dans le miroir de dépit. Alors ça, c'est le sport de chaque jour. Donc là, descendre, ça va. Un petit peu, vas-y. Mets ta main, parce que si tu la laisses partir, il va partir d'un coup. Ok. Voilà, ça c'est le sport. Et maintenant, il faut le remonter. Voilà. C'est ça, voilà. Et là, il faut y aller. Ah ouais, bah, tu vois, je vais t'aider. Ah, c'est super, Faut pas hésiter. Et donc comme ça, il y en a 19. Ah, ok. Chaque année, début septembre, au large du Cap Grinet se déroule un spectacle exceptionnel. Des milliers d'oiseaux migrateurs survolent la zone. C'est un moment privilégié pour les observer. Ça, c'est un bon moment. J'adore arriver comme ça, à flanc de falaise, à chaque fois. Le début d'une belle journée. Il est 6h30 du matin. 3 ornithologues sont venus de Lille pour une journée d'études. Pour trouver le meilleur emplacement, ils descendent d'abord à flanc de falaise. Non mais parfait. Il faut pas traîner là, on est juste à l'heure. On est parfaitement à le bonheur. Ouais. On a un panorama quand même à 180 degrés, ce qui est idéal. Il n'y a pas beaucoup de sites où on a un tel confort d'observation. Dans la ligne de mire des 3 passionnés, le détroit du Pas-de-Calais. C'est un site mondial majeur pour suivre les déplacements des migrateurs. Ils viennent du nord de l'Europe, de Scandinavie ou de Sibérie.
Ils suivent la mer du Nord en direction de leur zone d'hivernage, dans le golfe de Gascogne ou le long des côtes africaines. La géographie des lieux forme un entonnoir. Donc entre l'Angleterre et le Cap Grinet, on a 32 km de mer. Donc les oiseaux ont 32 km pour passer du nord au sud. On peut considérer ici qu'on est à peu près au péage, c'est-à-dire que tous les oiseaux sont obligés de passer sur une zone qui est extrêmement étroite et on a un vrai effet de concentration qui nous permet de les voir et vraiment d'étudier la migration de la meilleure manière possible. Ah, il y a un beau groupe de macreuses là. C'est un gros groupe, hein. Ça y est, ça arrive maintenant dans le bateau, top. Première bonne surprise ce matin, un groupe de macreuses. Combien environ? Une bonne centaine. Ah ouais, génial, magnifique. Ça, c'est un joli groupe quand même en migration, c'est sympa. Ces oiseaux sont de la famille des canards plongeurs. Ils ont quitté les rivages de la mer Baltique et se dirigent vers les côtes du nord-ouest de l'Atlantique. Ah, j'adore ces groupes, c'est vraiment magnifique. Oh, le dernier, qu'est-ce qu'il est petit. Oh là là, au large, à l'entrée de l'Angleterre, juste derrière le bateau rouge. Ça, c'est un lab parasite. Le lab vient, lui, de Scandinavie. Il peut voler jusqu'à 80 km à l'heure. Il est magnifique, ce jeune lab. Ça va passer au-dessus, là. Ça, c'est génial. Splendide. Un peu plus tard, un groupe de fous de bassan passe au plus près de la côte. Le fou de bassan, c'est une espèce qui passe toute sa vie en mer, qui va nicher sur des grandes falaises rocheuses. C'est pas un oiseau qui va avoir une très grande migration, il va se disperser en Manche, en mer du Nord. C'est un oiseau qui est vraiment très beau, très grand, majestueux, qui évoque vraiment l'oiseau de mer par définition, quoi. Dans l'hémisphère sud, ils ont les albatros. Ici, on n'a pas la chance d'en avoir, mais on a le fou de bassan. Il y a des sternes tout près dans le soleil maintenant. Voilà, les sternes tout près. Waouh! Il faut savoir qu'il y a certaines journées, on n'a pas le temps de manger et de boire parce qu'on a jusqu'à 20 000 oiseaux qui peuvent passer sur une demi-journée. C'est aussi un challenge d'identification pour nous parce que c'est des oiseaux qui sont parfois assez compliqués à différencier. Pendant que ses amis continuent l'observation, Ludovic s'approche des oiseaux pour les photographier. Il n'y a personne parce que c'est un endroit qui est à peu près inaccessible. Il y a parfois quelques pêcheurs à pied et c'est une zone de quiétude. On oublie où on est. Ah, là, il y a un groupe d'oiseaux, des huîtriers épis. Ça migre un peu, ça fait des petits mouvements. Mais ça niche quand même dans les pays du Nord et ça migre jusque le golfe de Gascogne. J'ai énormément de mes photos en fait qui sont publiées dans des livres en Europe, en France. Et ça, je dirais, c'est une récompense. C'est pas du tout lucratif, on le fait toujours bénévolement. Mais voilà, on est un petit réseau, on n'est pas très nombreux à faire la migration des oiseaux de mer en Europe. Et donc, on s'échange bien volontiers et nos données et nos images. Spatule blanche. Faut pas les rater. Ça c'est du lourd. Parfait. C'est féerique. Un superbe groupe de spatules blanches avec la formation typique des oiseaux qui économisent l'énergie au moment de leur migration, c'est-à-dire que c'est le premier oiseau qui prend le vent. Tous les oiseaux qui sont derrière économisent environ 25% d'énergie. Donc ça fait ces belles formations en V ou en ligne qu'on a l'habitude de voir. Et il y a une rotation permanente qui se fait pour que le premier oiseau ne tienne pas le relais trop longtemps. Voir passer un groupe de spatules, ça nous plaît particulièrement. Déjà, c'est un oiseau qui est magnifique. C'est un oiseau qui était très menacé, qui est protégé, qui va migrer en Afrique. Et c'est un oiseau qui est vraiment sublime.
Le lendemain, un amoureux du nord de la France quitte le littoral. Romain Olivier est maître affineur fromager. Ce matin, il est attendu à Bergues, près de Dunkerque. Dans le Nord-Pas-de-Calais, la tradition fromagère, elle est déjà basée sur le fait qu'on a cette double culture, et flamande et française, et qu'à travers cette double culture, on a une consommation qui se fait à chacun des repas. Ça, c'est une vraie particularité. On en consomme évidemment au déjeuner et au dîner à la française, mais également au petit déjeuner. Ce qui fait du Nord-Pas-de-Calais l'une des, si ce n'est la première région fromagère française en nombre de variétés. Toute l'année, il parcourt les routes de sa région pour collecter les produits les plus fins. Ce métier de collecteur, il impose d'être sur le terrain, d'être présent, de se balader, d'échanger avec les différents producteurs pour bien comprendre leurs spécificités et demain de pouvoir ajuster notamment nos affinages. Et la source, la matière première, c'est quand même l'endroit où le lait est fabriqué et où le fromage prend vie et se voit naître. Romain a rendez-vous au pied du beffroi qui domine du haut de ses 50 mètres toute la plaine flamande. Ce monument à l'histoire mouvementée fut rebâti dans les années 50 après avoir été dynamité par l'armée allemande. Il est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO sur la liste des beffrois de France et de Belgique. L'affineur rejoint Jean-Noël Top, qui produit une des spécialités du cru préparé à la bière. Non, celui-là, il est bien moelleux. J'ai un peu plus ferme, mais bon, celui-ci sera bien. Voilà. Petit, hein. Hop. Bien pour goûter. Voilà, il y a 5,95. Merci beaucoup. Voilà. Romain veut tester à nouveau ce fromage doux fabriqué ici depuis le XVIe siècle. Il a un niveau de puissance qui n'est quand même pas très marqué. On n'est pas comme le Maroilles ou comme le Pont-l'Évêque ou le Münster. On n'est pas sur ces niveaux de puissance. On n'a pas ce côté coulant ou crémeux qu'on va retrouver. Mais par contre, on va avoir quelque chose un petit peu plus sur le sel. Et puis la légère amertume liée à la bière. Le côté houblonné va évidemment ressortir. Il a toujours été fait comme ça. On est 10 producteurs dans la région à en faire. Donc on n'est plus très nombreux. Il faut le sauver. Après le marché, les deux hommes se retrouvent dans l'exploitation de Jean-Noël, à quelques kilomètres du centre-ville. C'est dans ce laboratoire qu'il fabrique ses produits. Le lait assis recueilli. Donc là, c'est l'écrémage, tu vois. Ah ouais. Première étape, le lait est passé dans une écrémeuse. À droite, s'écoule un liquide épais et foncé, la crème. Elle sera transformée en beurre. À gauche, dans le grand récipient s'écoule le lait écrémé. C'est à partir de cette matière que Jean-Noël va confectionner son fromage. Ça, c'est historique, hein. C'est une très vieille recette. C'était un fromage de ménage, comme on dit. Oui. C'était plutôt un fromage à consommation extrêmement locale, qui n'avait pas vocation à être commercialisé. On n'allait pas forcément faire le marché avec le fromage de Bergues, mais on le consommait sur l'exploitation agricole. Et puis on commercialisait plutôt le beurre. C'est ceux de ce matin. Ce matin? Ouais. Ce matin. Donc ils vont rester là 12 heures. Naturellement écrémée, chaque pièce est démoulée au bout de 12 heures. Tous les fromages que je démoule, s'ils se tordent comme ça, tu peux être sûr qu'ils vont être bons. Ils seront pas secs. Après le démoulage, deuxième étape importante, le salage, pour favoriser la formation de la croûte. Le producteur met ensuite ses fromages en cave pour un premier affinage. Attention, c'est pas fait pour les grands. Ah oui, c'est ça les vrais caves.
Il est là le trésor. Ici, une centaine de berges vieillissent pendant 3 semaines. Ici, tu es vraiment dans la cave traditionnelle. En fait, il y a plus de 80 ans. Oh là là. Donc, t'imagines tous ces fromages qui sont passés, là, ici. Et c'est ça qui est important, ça entretient ta flore. Ah bah oui, exactement. De toute façon, elle est constamment pleine, ça rentre, ça sort. Et là, il y en a qui sont prêts à partir. Hein. Voilà, ça c'est des vrais beaux fromages. T'as une vraie belle souplesse, une croûte qui est déjà formée. Puis ça démarre bien. Petite fleur blanche qui redémarre, tu vas pouvoir bien le relaver. Ouais. Très bien, bien parti, bien démarré. Nous, c'est à ce stade d'affinage qu'on va commencer à récupérer les fromages et puis on va les amener à évoluer, parfois 3-4 semaines de plus, pour les amener jusqu'à 6 à 7 semaines d'affinage sans aucun problème. Puis quelle odeur! C'est quand même magique. C'est quand même magique. Là, on a vraiment le lien avec la région, avec le territoire. La Flandre maritime, c'est ça. C'est du beurre en amont, et puis un fromage après, et puis un peu de bière, parce que nous, notre vin, il mousse et il s'appelle la bière. C'est vrai. C'est la fin de la journée. Romain repart avec une dizaine de fromages qu'il va continuer d'affiner chez lui. Nous, notre rôle, c'est pas de fabriquer le fromage, c'est d'aller le récupérer parmi les meilleurs producteurs et surtout de disposer d'une matière première, d'un fromage jeune, frais, où l'affinage a été démarré chez le producteur, de pouvoir le faire venir dans nos caves et d'y apporter ce tour de main, cette pâte qui va développer le goût et les arômes de ces fromages. C'est au cœur du port de pêche de Boulogne-sur-Mer, dans un entrepôt ultra-moderne, que Romain s'est installé. Il y affine plus de 350 variétés différentes venues de la France entière. Il doit s'occuper d'abord d'une production emblématique de la région, la mimolette. Je suis en train de regarder un petit peu l'évolution des mimolettes, qui est ce fromage à croûte naturelle très symbolique du Nord. Son autre nom, c'est la boule de Lille. On a tous en tête cette image de coloration orange qu'on associe parfois à la Hollande, mais qui a une vraie origine historique dans le Nord. Chez nos amis hollandais, généralement, on a quelque chose d'un petit peu paraffiné. On a un film plastique qui vient enrober et qui a tendance un petit peu à sécher le fromage. Nous, on développe dans le Nord, par tradition, une mimolette à croûte naturelle. Ici, la croûte se forme grâce à l'action de minuscules acariens qui se développent sur le fromage. On les appelle les artisans. Ils sont essentiels à la fabrication d'une bonne mimolette. Les petits artisans, ces petits micro-organismes, qu'on va nous entretenir finalement dans nos caves, c'est ça qui va être important, tombent et descendent d'étagère en étagère pour venir se déployer, se développer sur les fromages les plus jeunes. On va pouvoir parfois réensemencer certains fromages pour pouvoir effectivement les aider. Dans sa cave, Romain a disposé ses mimolettes à proximité de meules de Comté du Jura. Toutes les saveurs de la Franche-Comté ici vont aider au développement de nos mimolettes ou vont leur donner une petite caractéristique particulière. Et réciproquement, la mimolette va nécessairement aider un petit peu le comté à évoluer. Le lendemain, Romain quitte le bord de mer. Il traverse toute la région pour se rendre vers l'est dans l'Avesnois, à 20 km de la frontière belge. Il se dirige vers Maroilles. Ici, au Moyen-Âge, ce sont des moines qui ont mis au point la recette du célèbre fromage. Leur abbaye a été détruite à la Révolution. Mais son moulin est resté en l'état. L'affineur est attendu dans l'exploitation de l'un de ses plus anciens fournisseurs. Alexandre Gravès élève 150 laitières. Une super qualité aussi pour notre lait.
et qui va déterminer aussi Dans sa prairie, il fait cohabiter plusieurs plantes fourragères. Du paturin des prés, de la fléole, de la fétuque et du trèfle. C'est toute la diversité des différentes herbes qu'on a qui font qu'on aura un lait de qualité, mais ce qui est essentiel, c'est vraiment le trèfle. C'est ce qui donne la richesse au lait et ce qui va aussi donner le rendement au fromager qu'on aura derrière. Selon les saisons, au fil des floraisons, le goût de son maroilles évolue. Dans une même appellation de vin, on a différents clos, différentes petites parcelles qui auront un ensoleillement différent, qui donc donneront une qualité de raisin spécifique. C'est la même chose pour le fromage. Même au sein de l'Avesnois, on trouvera en fonction des parcelles des variantes. Et donc ça donnera de la diversité. Donc là, tu vois, on arrive vraiment au début de l'affinage, ils sont encore blancs. Le maroilles est bon à déguster à partir de 5 semaines de vieillissement. C'est le ferment du rouge, une bactérie présente dans le lait qui lui donne progressivement sa coloration orangée. Le ferment du rouge, il est naturellement dans la plupart des fromages au lait cru. Si vous prenez un vrai camembert de Normandie, il va avoir sa coloration blanche liée au Pénicillium candidum, à sa flore. Mais quand vous avez un vrai fromage avec une alimentation à l'herbe et un fromage au lait cru, vous aurez ces petits reflets marron rougeâtres. Ce n'est pas un défaut, c'est un critère de qualité. Ça prouve que ce fromage est au lait cru. À l'inverse, un lait pasteurisé ou un lait thermisé qui aurait été traité, qui aurait été chauffé, va éliminer un certain nombre de bactéries, bonnes et mauvaises, dont le ferment du rouge pour une bonne partie. Et c'est pour ça que parfois, certaines productions ont besoin de rajouter un colorant artificiel finalement, même s'il peut être d'origine naturelle, mais pas présent dans le lait, pour donner la coloration du fromage. C'est là l'avantage d'avoir un fromage fabriqué à partir d'un lait cru, c'est qu'on va avoir une coloration totalement naturelle. Romain a apporté de sa cave les meilleurs fromages du Nord. J'ai ramené 2-3 fromages de la région en plus pour qu'on partage un peu, qu'on puisse comparer. Il veut les faire goûter à Alexandre et à sa famille. Maroilles fermier, boulettes d'Avesnes, tiobiloute, tout en crème de la Côte d'Opale, cœur d'Arras, mimolette extra vieille et le fromage de Bergue. La dégustation commence par le Bergue. Merci. Par contre, celui-là, tu le manges avec la croûte aussi? Ouais. Il est plus doux. Ouais. Il est très, très doux. Mm. Le premier réflexe, c'est de le sentir parce qu'avec tous les fromages, c'est pareil. À l'odeur, on sait déjà à peu près le goût qu'il va avoir parce que toutes les bactéries qui se développent dessus ont une odeur. Et l'odeur fait aussi déjà le goût. Bon, après, c'est vrai qu'on a, par exemple, pour le maroilles, on a une grosse surprise. C'est-à-dire qu'à l'odeur, on s'attend vraiment à avoir quelque chose d'hyper fort. Et il est beaucoup plus doux en bouche. Hein. Mais la boulette, en odeur, elle est un peu moins forte. En goût, elle est plus forte. Un fromage, il faut qu'il ait du goût et surtout une amertume et un bon arrière-bouche aussi. Il faut qu'une fois qu'il soit passé, qu'on ait encore le goût. Et le but, c'est aussi de vouloir en reprendre. Et quand on a encore le goût, juste après l'avoir mâché, c'est que c'était un super bon fromage. Au même moment, au-dessus de Maroilles, Jean-Denis Clabaud, le passionné d'histoire, entame un autre survol de la région. Il va faire aujourd'hui une grande boucle dans l'intérieur des terres. Il commence par l'Avesnois. Ce territoire est l'un des moins urbanisés du nord de la France. Le bocage de l'Avesnois qu'on appelle la Petite Suisse. Une caractéristique de l'Avesnois, c'est l'utilisation des haies pour border les champs avec des plantations de pommiers, puisque les pommes sont importantes dans l'Avesnois et on y fait aussi du cidre. Toutes les haies sont parfaitement entretenues et entre ces haies, on a principalement des pâturages. Les vergers et les prairies bocagères offrent un cadre idéal aux deux productions historiques de la région, les pommes et le lait.
lisière du bocage, l'avion se dirige vers une vaste étendue de chênes, la forêt de Mormal. C'est la plus grande forêt de la région, l'ultime vestige des grandes forêts qui couvraient le territoire gaulois. L'avion s'approche maintenant de la ville de Bavay, qui abrite un site exceptionnel. Dans l'ancienne capitale des Nerviens, une tribu gauloise, le plus grand forum gallo-romain de France a été mis au jour. On survole cet immense forum dont il reste les fortifications jalonnées de tours, fortifications qui ont été construites vers le 3e, 4e siècle. Le site est absolument admirable, un forum qui est immense puisqu'il mesure 25 000 m². En comparaison, le forum de Arles, lui, ne mesure pas plus de 5 000 m². Alors le forum, c'est la grande place de la ville. À l'époque romaine, c'est un endroit où on se réunit. Et puis sur le forum, on trouve aussi le marché, les boutiques et bien sûr les temples dédiés à l'empereur, dédiés aux divinités du lieu. Le forum de Bavay était tout à fait impressionnant. Puis Jean-Denis se dirige vers l'ouest. Il survole la Rhônelle, un affluent de l'Escaut. Au Quesnoy apparaît l'une des nombreuses citadelles construites par Vauban pour protéger la frontière nord du royaume de France. Le Quesnoy est une ville qui a une vraie importance stratégique, une jolie petite ville avec son beffroi, avec la place centrale, les axes qui passent par les portes ménagées dans les remparts et un ensemble de remparts parfaitement conservés. L'ensemble des fortifications couvre une surface qui est au moins égale ou supérieure à celle de la ville. Et les assaillants se heurtaient à plusieurs lignes successives de fortifications. À l'époque, Vauban se sert des étangs qui entourent l'ancien château du Quesnoy pour renforcer les défenses de la citadelle. Pour éviter l'approche, le meilleur des moyens, c'est d'inonder les alentours. Et donc, autour du Quesnoy, il y a plusieurs étangs qui protègent l'ensemble des bastions qui sont parfaitement visibles. Vu de là-haut, c'est absolument superbe. L'avion s'approche maintenant de l'un des plus beaux édifices du nord de la France. Le château de Potel, une place forte dont les fondations remontent au XIIIe siècle. Depuis 500 ans, il se transmet de génération en génération dans la même famille. Ces douves, parfaitement conservées, protègent toujours cet édifice de grès. L'ancienne ferme et la chapelle, séparées du château, ont été entièrement restaurées. Jean-Denis quitte l'Avesnois. Plus à l'ouest, un nouveau paysage apparaît. Il révèle la vocation agricole de cette région. Ça y est, la couleur des champs change, on n'est plus dans le vert des pâturages, mais on est soit dans le vert foncé des cultures de maïs ou alors dans le jaune des cultures céréalières. Et ici, effectivement, les haies ont disparu. On est dans l'open field, les grands champs céréaliers, avec la trace très régulière et très géométrique des tracteurs et des engins agricoles. Les céréales alternent entre
le vert, le jaune jusqu'à l'orangé avec des teintes de rose parfois, c'est somptueux. Une agriculture intensive qui était déjà largement en activité à l'époque médiévale puisque les rendements de blé étaient identiques à ceux de la fin du 19e siècle. L'avion quitte maintenant les plaines céréalières et après 15 minutes de trajet, il atteint Douai. On survole actuellement la mairie et le beffroi. La ville de Douai elle est facilement reconnaissable, notamment à son beffroi. Le beffroi qui est posé sur la mairie, avec des toitures magnifiques en ardoise, avec des clochetons, des pinacles, tout un vocabulaire gothique qui est décliné là en craie. Cet édifice fut bâti au XIVe siècle par les bourgeois de la ville pour marquer leur pouvoir. Le beffroi, le symbole de la liberté communale, on le trouve absolument partout. La même symbolique que les clochers d'église ou que les donjons des châteaux. C'est le pouvoir se voit de loin. Un beffroi qui avait plusieurs fonctions. De tout en haut, il y avait une guette pour surveiller les alentours, pour voir venir éventuellement les envahisseurs. Et puis en haut du beffroi, il y avait aussi les cloches. Les cloches rythment le temps. Jusque-là, le temps était propriété de l'église. Et grâce au beffroi, le temps devient aussi civil. Et puis, à quelques encablures, la collégiale Saint-Pierre, donc une collégiale avec un collège de chanoines, restauré depuis peu avec son magnifique clocher, lui en grès à la base et en pierre calcaire en élévation, une très belle collégiale. Comme la plupart des villes du Nord, Douai s'est établie au bord d'une rivière, la Scarpe. Ce sont des villes commerçantes et le commerce ne transite pas par les routes qui étaient de mauvaise qualité au Moyen-Âge, mais transite par les rivières. Puisqu'on est dans une région qui est plate, les rivières sont parfaitement navigables et dessus on peut mettre des bateaux. Les bateaux, c'est les smirboks de l'époque, c'est ce qui transporte le plus de marchandises. Jean-Denis longe maintenant le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais et survole un paysage façonné par 3 siècles d'extraction du charbon. Depuis juin 2012, ce site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y en a certains qui l'appellent le pays noir, j'avoue qu'il y a un côté péjoratif dedans. Moi, je préfère l'appeler le pays des bâtisseurs de montagne. Les reliefs des terrils ponctuent l'horizon. Ils mesurent jusqu'à 180 mètres de hauteur. Quand on grimpe en haut des terrils jumeaux de Los Angeles, où on a les terrils les plus hauts d'Europe, en haut de ces terrils, on a une vue à 360 degrés sur l'ensemble de la région qui est absolument exceptionnelle. Et voilà la ville de Saint-Omer et la cathédrale qui est située juste à côté de la motte castrale. La cathédrale Notre-Dame est un joyau de l'art gothique. La cité s'est construite autour du monument à partir du XIIe siècle. C'est une petite ville maintenant, mais c'était une des 10 plus grandes villes au XIIIe siècle en Europe et une des 5 plus grandes villes de France. Des rues très très larges qui sont des avenues et qui prouvent combien la ville était importante au Moyen-Âge, puisque moins les rues sont serrées, plus la ville est importante. Les bourgeois de Saint-Omer ont fait leur richesse d'abord sur les productions céréalières locales et puis sur l'exportation du drap ou sur la laine de mouton.
En lisière de Saint-Omer apparaît l'un des plus grands marais de France, l'Audomarois. Un réseau de 700 km de voies d'eau. Ce sont des moines au Moyen-Âge qui ont commencé à creuser ces canaux. Depuis le 19e siècle, ces zones asséchées sont dévolues à la culture maraîchère. Ici, c'est l'empire du maraîchage et donc des choux, des poireaux et autres choux-fleurs qui donnent une teinte très particulière. Et puis bien sûr des ortillonnages, des parcelles rectangulaires avec des canaux de chaque côté. Et dans ces marais, on circule encore en barque. Aujourd'hui, une quarantaine de familles perpétuent la tradition des ortillonneurs dans l'Audomarois. Finalement, on comprend mieux, vu du ciel, pourquoi depuis 2000 ans, tous ceux qui sont passés par ici ont voulu s'y installer. C'est vraiment un pays de cocagne. Jean-Denis termine son vol. Il se dirige vers Roubaix. La ville, à la périphérie de l'île, porte encore l'empreinte de l'industrie textile qui a fait la richesse de la région. Au cœur des maisons en briques s'élèvent les deux immenses cheminées de l'usine Cavrois-Mailleux qui a fermé ses portes en 2000. Ce matin, deux passionnés du patrimoine industriel commencent à gravir l'édifice. Une ascension d'1 quart d'heure pour atteindre le sommet à 35 mètres de hauteur. D'en haut, Olivier Buzelec et Corentin Cagnard ont une vue imprenable sur la ville et sa région. On voit vraiment que c'est le plat pays. Roubaix, Waterloo, Tourcoing, Lys-les-Lannoy, toutes ces villes se touchent. C'est la densité de cette industrialisation spécifiquement textile. On voit très bien les quartiers qui restent marqués par l'installation d'une usine et d'un quartier qui se construit autour. À la fin du 19e siècle, la ville se développe de manière fulgurante. Lorsqu'une usine s'installe, des maisons sont construites tout autour pour loger les employés. Avec l'explosion du nombre d'habitants, on bâtit même au centre des cours. On voit aussi à quel point cette ville présentait une forte densité, peu d'espaces verts autour de ces usines. Et les espaces verts qu'on voit maintenant correspondent généralement d'ailleurs à d'anciens parcs de châteaux de patrons. On a pris conscience du fait que derrière chacune de ces usines et de ces cheminées, il y avait des milliers de personnes qui étaient concernées, bien plus que derrière une abbaye du Moyen-Âge qui ne concerne plus personne. Ici, ces usines concernent une population encore en vie et c'est un patrimoine qui, rien que pour cette raison, mérite d'être valorisé. Sur la toiture de 3 hectares de l'usine, les parois vitrées, les sheds, sont exposées au nord. Elles sont destinées à faire rentrer de la lumière sans éblouir les travailleurs et sans provoquer de surchauffe. Derrière cet océan de sheds, c'est les ateliers, c'est là que se trouvaient les métiers à filer et à tisser. La société Cavrois-Mailleux et Fils, créée en 1887, fut l'une des plus grandes filatures de laine de Roubaix. Ici, aux grandes heures de l'usine,
1200 ouvriers spécialisés, des trieurs, des peigneurs, des teinturiers ou des tisserands fabriquaient des tissus de luxe. Dans les fibres, il y a une hiérarchie et la laine est au sommet de cette hiérarchie. Et ici, quand même, on allait depuis la fabrication du fil jusqu'au tissu, au drap de laine de costume d'homme, qui était vraiment un produit très renommé. Au premier étage, l'association d'Olivier a reconstitué le bureau du patron. Ils ont récupéré les objets du quotidien comme un hommage au savoir-faire des ouvriers. Des fuseaux, des bobines de fil de laine ou des carnets de commandes et même le catalogue de tissus des années 30. Alors on retrouve évidemment les rayures tennis, les princes de Galles, les pieds de poule, pieds de coq, etc. On peut décliner à l'infini des motifs qui a priori sont considérés comme monotones, mais dont on voit ici un panel qui offre une infinie variété et un raffinement extrême. On voit qu'il travaillait pour la haute couture. Il travaillait même pour des fournisseurs en Grande-Bretagne qui étaient quand même le concurrent principal et direct. Donc c'était un produit d'une infinie qualité et il y avait de quoi être fier. De la fin du 19e siècle au milieu du 20e, Roubaix connaît son apogée. Elle gagne le surnom de ville aux 1000 cheminées. Parmi les 40 qui dominent encore la cité, celle de la monumentale usine Motte Bossu. Le bâtiment abrite aujourd'hui les archives du monde du travail. Ce bâtiment, c'est vraiment l'archétype du château de l'industrie, c'est-à-dire vraiment une usine qui mime l'architecture médiévale des châteaux avec ses tours crénelées. Et en fait, c'est une usine qui ne veut pas ressembler à une usine. C'est la puissance industrielle qui est signifiée ici clairement. À quelques centaines de mètres de l'usine Motte Bossu s'élève le boulevard Charles de Gaulle. C'est le long de cette avenue que les riches patrons du textile ont fait construire leur demeure. C'est un des rares quartiers de Roubaix où il n'y a pas une seule usine. Il n'y a plus ce mélange comme il y avait avant. Donc ça correspond à une forme de ghettoisation qui commence à s'instaurer dans des demeures très ostentatoires avec un luxe affiché. C'est un peu les Champs-Élysées de Roubaix, à telle enseigne que les Allemands, puisque à la Première Guerre, Roubaix était zone occupée, et les Allemands, en arrivant ici, ont cru qu'ils étaient arrivés à Paris. Cette artère s'appelait à l'époque le rang des drapiers. La plupart des maisons ont été dessinées par le même architecte. Sur ces façades harmonieuses, seuls diffèrent quelques détails de décoration. Chaque famille veut avoir sa propre carte de visite architecturale, tantôt plus Renaissance, plus néoclassique, avec des ornements choisis. Les familles se sont même fait faire des blasons qui signent leur façade. Ici, sur le fronton, là-bas, il y a un motif de ruche d'abeilles qui est très représentatif de l'esprit d'instaurer le travail comme une valeur essentielle. La ruche symbolise le travail, la ruche avec sa reine et ses ouvrières. Il y a des guirlandes de fruits, donc ça c'est l'abondance économique. Mais cette abondance économique résulte du travail et la ruche est là pour le signifier clairement. À la fin du 19e siècle, on crée également un grand espace vert, le parc Barbieux. Cette promenade connaît son apogée en 1911. Elle accueille alors l'exposition internationale du nord de la France. Les grands industriels veulent démontrer leur suprématie dans le textile. L'événement attire plus d'1 million de visiteurs. Puis une immense piscine couverte est inaugurée en 1932.
À l'époque, elle est l'une des plus grandes d'Europe. Ouverte à tous les Roubaisiens, c'est une première pour les classes populaires. Fermée en 1985, la piscine est aujourd'hui un musée. La verrière, qui représente le soleil levant, a été restaurée. De nombreux éléments du décor originel ont été conservés, comme ces cabines de bain installées en coursive. L'espace autour de l'ancien bassin s'appelle maintenant le Jardin des Sculptures. Y sont exposées des œuvres du XIXe siècle. À la même époque, un chef-d'œuvre de l'architecture du XXe siècle est édifié à la périphérie de la ville. La Villa Cavrois. C'est l'œuvre de Robert Mallet-Stevens, l'un des plus grands architectes français de l'entre-deux-guerres. Elle a été construite pour le patron de l'usine Cavrois-Mayeux. Aujourd'hui, la villa fait partie des 85 monuments nationaux de France. Après 15 ans de travaux, elle a ouvert ses portes au public en juin 2015. On voit très bien les volumes, on voit les terrasses, le grand escalier qui renvoie à l'architecture classique, je dirais, des châteaux. La largeur totale de la villa, c'est 60 mètres. Sa hauteur correspond à peu près à 5-6 étages, en tout cas sur le point le plus haut, le belvédère, montre la dimension énorme de cette villa. Bref, ce sont des dimensions qui s'apparentent à celles véritablement d'un château, et non pas d'une demeure pour une famille de 7 enfants. L'architecte a eu carte blanche pour concevoir cette œuvre d'art totale. Derrière la façade moderniste, il a imaginé le mobilier et tous les éléments du décor. La pièce la plus majestueuse est le grand salon, avec ses 6 mètres de hauteur sous plafond. Dans ce volume, ce qui est frappant, c'est l'immense baie vitrée qui donne sur le parc. Mais en fait, c'est une pièce de réception qui avait pour objectif de montrer le luxe de cette maison. Dans chaque pièce, Mallet-Stevens a innové. L'éclairage indirect, des caches radiateurs en laiton chromé, des meubles sur mesure en bois rare et même des haut-parleurs intégrés dans chaque pièce pour y écouter la radio. Dans la salle de jeu des enfants, les placards sont en aluminium brossé. L'usage de l'aluminium brossé comme élément de décor à la place du marbre, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'exemples avant. C'est quelque chose qui inscrit vraiment cette maison dans une modernité, pour l'époque, étonnante. La villa est une espèce de gamme magnifique de couleurs. C'était dans le projet de Mallet-Stevens. Et donc, c'était essentiel de coller au plus près de ce qu'avaient été ses choix. La description qu'en donnait Mallet-Stevens, par exemple, ici, c'était un rouge. Mais qu'est-ce que c'est qu'un rouge? Et donc, on a utilisé des méthodes de recherche qui sont celles appliquées dans les monuments historiques traditionnellement, jusque dans les tombes égyptiennes. On a gratté la couche de façon à retrouver la dernière couche avant le plâtre, qui est la couche de la couleur d'origine. Et à partir de là, évidemment, nous, on est capable de refaire l'échantillon de couleurs qui correspond. Le boudoir de la maîtresse de maison, coloré, contraste avec la chambre à coucher. Une décoration monochrome qui marque une rupture avec les intérieurs bourgeois d'avant-guerre.
L'architecte a aussi imaginé une salle de bain luxueuse. 60 mètres carrés dévolus à la toilette. Le marbre blanc y prédomine. La pièce est équipée des installations dernier cri, comme ce pèse-personne intégré dans le mur ou la douche monumentale. Même souci hygiéniste dans la cuisine. L'architecte l'a voulu épuré et pratique, donnant à la pièce un aspect clinique. Le grand escalier d'honneur mène au belvédère. C'est l'un des éléments les plus marquants de l'architecture de la villa. Un espace réservé aux propriétaires des lieux, avec une vue imprenable sur le parc. Cette maison apparaît comme un paquebot prêt à prendre la mer. Et de fait, cet espace devient la plateforme de commandement du navire. On voit, vous savez, les capitaines d'industrie, les capitaines de navires en train de regarder l'horizon. Eh bien, on y est. La Villa Cavrois a retrouvé sa splendeur. Le plus bel hommage au génie de son architecte. Le lendemain matin, à 40 km au nord de Roubaix, dans la campagne flamande. Le paysage de Flandre, c'est un paysage qui a beaucoup de quiétude, de calme, mais qui est en fait assez varié, si on veut bien le regarder. Donc c'est caractérisé par le plat pays, mais en fait il est parfois vallonné, parfois donc il y a des arbres, des bosquets, des cultures assez différentes, des toutes petites routes sur lesquelles on ne se croise pas. C'est un coin de campagne très très tranquille, mais en même temps qui est très vivant. Il faut prendre le temps de le regarder. Daniel est brasseur. Il y a 20 ans, il a quitté son poste de directeur des ressources humaines pour relancer la fabrication de la bière artisanale des Flandres. C'est un pays de bière et de houblon. Les choses étaient tout à fait liées avant. Donc il y avait des brasseries dans chaque village et il y avait du houblon presque à tous les coins de rue. Moi j'ai des vieilles cartes Michelin qui montrent des routes du houblon, là, ici un petit peu partout. C'est l'histoire de la région. Daniel est attendu chez son producteur de houblon. La récolte commence aujourd'hui. Ils vont cueillir cette plante grimpante dont les lianes culminent à 6 mètres de hauteur. Les tiges sont attachées à un réseau de fils de fer qui leur permet de rester droites. C'est la fleur de la plante qui concentre toutes les saveurs. D'une couleur vert pâle, elle est en forme de cône. Donc ici on a la rameau latéral avec les feuilles et puis les cônes. Et c'est ça qu'on a besoin, les cônes. Hein, ils sont toujours un peu plus petits en bas qu'en haut. Mais il est beau, hein, il est bien vert. Hein. Ouais, il est bien vert. Belle couleur, bien clair. Alors ce qui nous intéresse dans le cône du houblon, ici on va bien le voir parce que quand il est vert on le voit mieux. C'est la petite poudre jaune qui est à l'intérieur. Là on le voit bien avec le soleil. On appelle ça l'or du brasseur parce que ça a une couleur donc jaune doré et que c'est là que résident tous les arômes en fait. C'est un petit peu comme des petites pépites dans un coffre, et puisque là, c'est là qu'est vraiment renfermé le cœur du houblon. Une pince capture les lianes de houblon puis les arrache. Pour ramasser les 7 hectares, le producteur va répéter ses gestes pendant 3 semaines. Une fois la remorque pleine, le tracteur se dirige vers le hangar. Immédiatement, un extracteur sépare les cônes de houblon du reste de la tige. Les boutons sont ensuite mis à sécher avant d'être empaquetés.
Chaque année, Yvon récolte 10 tonnes de la précieuse plante. Avec Daniel, il hume les parfums de la première production de la saison. Pour sentir le houblon, il faut le frotter un petit peu parce que la lupuline, c'est un peu comme des œufs. Et donc, il faut les éclater pour que ça sente... Et quand on le broie un petit peu, là, on a l'odeur qui apparaît. La bière sentira un peu ça. Alors, ça dépend des variétés. Là, c'est très végétal, c'est très vert. Chaque variété de houblon va apporter une saveur particulière, enfin des nuances en tout cas. Puis c'est avec ça qu'on travaille toute l'année, nous. Oui, c'est sûr. C'est notre... C'est sûr. C'est essentiel, quoi. Daniel est installé à Esquelbec, dans une ancienne brasserie qu'il a restaurée. Ce matin, il débute sa journée de brassage. Première étape, Daniel commence par concasser du malt. Le malt, c'est l'ingrédient de base. La bière, c'est d'abord de l'eau et du malt. Après, il y aura du houblon et de la levure. Mais c'est l'ingrédient principal. C'est de l'orge qui a été germée et séchée. Là, c'est un malt pâle, clair, parce qu'on va brasser aujourd'hui une bière blonde. La couleur de la bière dépend du malt utilisé. Plus il est grillé, plus la bière sera foncée. Deuxième étape, le brassage. Daniel jette son malt concassé dans une cuve d'eau chauffée. Le brassage en tout va durer à peu près 1h30. Et là, ça va se faire tout seul. C'est le premier miracle de la bière. Donc l'amidon, la farine de la céréale, va se transformer en sucre. Il utilise le houblon de la saison précédente. La plante a été transformée en granules pour la conserver. Troisième étape, le houblon est ajouté au mélange. Il faut verser 2 kilos pour 2000 litres de future bière. Ce houblon-là qu'on met au début va donner de l'amertume. Donc on en veut un peu, mais pas trop. Par rapport au malt, c'est 1%. Cette étape d'ébullition, c'est un peu notre cuisine. Dans certaines bières, on mettrait des épices aussi. On pourrait mettre de la cannelle, de la coriandre, du clou de girofle, bon, en très petite quantité pour ma part, mais qui viendrait donner une petite touche additionnelle au houblon. Moi, j'aime bien ce moment-là parce que, d'abord, ça sent bon. Ça bout, il y a une belle mousse. Il faut une ébullition forte. Hein, c'est important parce qu'il y a d'autres phénomènes qui se produisent. Mais là, c'est un moment agréable. Daniel ajoute enfin de la levure pour enclencher la fermentation. Ce processus va durer 1 mois. La bière, on appelait ça pendant longtemps du pain liquide. Et moi, je dis souvent que mon métier est plus proche de celui du boulanger que du viticulteur. La bière, c'est d'abord de l'eau et des céréales, plus donc de la levure. Le houblon, on dit que c'est le sel de la bière. Donc oui, on est très proche des boulangers. Le brasseur goûte maintenant une de ses productions élaborées il y a plusieurs semaines. La bière, là, est déjà fermentée. Elle est prête, finalement, à être mise en bouteille. Alors, elle n'a pas encore l'aspect définitif parce qu'elle est plate. Hein, donc, même en bouche, c'est un peu curieux. Hein, la bière n'a vraiment pas de gaz. Mais déjà, on a le nez, hein, où c'est assez parfumé. C'est déjà un tout petit peu agrume. Hein, et en bouche, il y a un petit côté un peu pamplemousse, on peut dire ça, de l'amertume. Hein, c'est une bière assez amère. Donc je vérifie surtout que les arômes de houblon sont vraiment dominants. La bière est mise en bouteille et va passer 15 jours en cave pour plus de fermentation.
la gazéification se fait naturellement. Elle sera alors prête à être consommée. En fin d'après-midi, Daniel a rendez-vous pour une expérience culinaire inédite. Il se rend à Terdeghem, un autre village de Flandre, à 15 km de sa brasserie. Aujourd'hui, il va déguster des recettes confectionnées avec sa production. Salut les gars. Bonjour Daniel. Ça va bien? Ça va et toi? Bon, je vais amener quelques échantillons. Romain, le chef cuisinier, a déjà préparé une chantilly à la bière blonde pour accompagner un sablé au saumon. Il a choisi également une bière ambrée pour le plat principal. Un pavé de bœuf avec sa réduction d'échalotes. C'est parti. On va déposer la viande dessus. Ça sent bon, hein. Moi, j'adore la cuisine, j'adore les saveurs. Donc, l'assemblage des saveurs et de ma bière, c'est une sorte de cocktail, on va dire, qui emmène le produit plus haut. Et voilà, avec une petite gorgée. Ça passe tout seul. Si on retrouve justement les goûts de... Ah ouais, c'est parfait, juste bien. C'est juste bien avec le... C'est vraiment tout à fait en accord. Moi, je trouve que c'est largement au niveau, voire c'est plus inattendu. Ouais, en fait, qu'une sauce au vin. Voilà, il y a quelque chose en plus, magnifique. Ah, parce que le vin, on va sentir que le vin. Une sauce au vin, on va vraiment sentir que le vin, alors que là, on sent un peu l'amertume, on sent un peu l'acidité, c'est plus subtil. C'est plus subtil, voilà. C'est un grand plaisir de manger des choses cuisinées avec sa bière. C'est presque une fierté, parce que ça montre toutes les possibilités, finalement. Moi, la bière, je sais la faire à peu près. Par contre, la cuisine, je ne sais pas la faire. Donc, c'est une découverte, en fait. Bon, santé, hein. Santé. Merci pour ce travail magnifique. Bah, écoute, de rien, merci pour le tien. À l'ouest des Flandres, les grandes plages de sable fin du sud de la côte d'Opale se dévoilent. Au cœur de la forêt émerge la station balnéaire du Touquet. Créée à la fin du 19e siècle, celle que l'on appelle Paris-Plage fut surnommée la station de l'élégance dans les années 30. À l'abri des pins, les grands hôtels de style anglo-normand font face à la mer. Sa grande plage et le vent d'ouest en font un site réputé pour les passionnés de kitesurf et de char à voile. Parmi eux, deux frères, Loïc et Bruno. Dès qu'ils le peuvent, ces enfants du pays sillonnent la côte depuis le Touquet. Cet après-midi, ils partent pour une randonnée de 10 km jusqu'à Berthe-Plage. La côte d'Opale a cet avantage d'abord d'avoir des plages peu limitées en distance. On peut aller très loin. On est une zone avec beaucoup de vent. Et comme on a une grande différence entre la marée haute et la marée basse, on a un sable qui parfois peut être très dur, donc une bonne qualité de roulage. Et puis bon, le paysage qui est magnifique. Quand on met tout ça bout à bout, ça fait vraiment l'endroit rêvé.
Lorsque les conditions sont bonnes comme aujourd'hui, ils peuvent atteindre les 80 km/h. La vitesse, elle est impressionnante parce qu'on est très bas. On a la sensation que les obstacles arrivent beaucoup plus vite, il faut faire attention, mais c'est des belles sensations. Bon, on se prend aussi l'eau, un peu de sable, on croque un petit peu. Ouais. Loïc et Bruno longent d'abord Stella Plage. Entre chaque station balnéaire, la nature est préservée. En fait, toute la côte, depuis la Belgique jusqu'à la Somme, c'est vraiment, toutes les plages sont bonnes à rouler. On pourrait quasiment aller d'un bout à l'autre s'il n'y avait pas les estuaires. On a la chance d'avoir un endroit où le vent est un petit peu toutes les directions, que ce soit des anticyclones, c'est des dépressions, on a des grosses tempêtes et c'est rare qu'on ait des jours où on ne puisse pas rouler quand même. On a beaucoup de chance. Donc il y a un espace presque infini, quoi. Hein. Après 1 heure de trajet, ils atteignent Berck-sur-Mer. Cette ville marque la frontière sud du Pas-de-Calais. Bon, ça va bien, hein. C'est extraordinaire. Hein. C'est vraiment bon. Hein. On est au mois de juin, donc il fait beau, la lumière, il fait jour tard, on peut rouler quasiment jusqu'à 10 h du soir. Puis la lumière est belle, la plage est belle, donc c'est très agréable. L'hiver, on a un peu plus froid, mais l'hiver, c'est des fois des vents, des gros vents forts et des grosses sensations. On aime bien aussi, même l'hiver. Hein. Les deux frères perpétuent une tradition familiale. Henri de Moury, leur grand-père, filmé ici sur l'une de ses créations dans les années 30, fut l'un des pionniers de cette discipline en France. C'est sur cette côte, au tout début du XXe siècle, que le char à voile est apparu. Pour s'entraîner à maîtriser le vent et tester ses ailes, l'aviateur Louis Blériot y a fabriqué des engins à 4 roues. Il les appelait des aéroplages. Très vite, cette nouvelle activité s'est popularisée dans les stations balnéaires du nord de la France. Le lendemain, au Touquet, c'est une journée particulière pour la famille de Moury. Une vingtaine de membres se retrouvent pour rouler avec des pièces rares, retraçant l'épopée du clan. Ça va toi? Ils vont faire revivre l'esprit du char à voile. En présence de Madeleine, la fille du pionnier. Je suis roulée dessus, moi je suis une des pionnières d'après-guerre. J'ai vécu tout le temps avec ça depuis que je suis petite. Donc je pilotais et puis j'avais 3 passagers que j'emmenais promener pendant un quart d'heure, 20 minutes. On allait au moins jusqu'à Stella. Mais maintenant c'est la vitesse de vitesse. Bon, nous c'était pas ça, c'était la promenade, écraser les coquillages, ce bruit que vous avez là, de rouler au bord de l'eau, d'être seul, c'est magique. Pour ce rassemblement vintage, Loïc a choisi une machine en bois des années 60. Les de Moury ont ressorti pour l'occasion ce modèle caréné des années 70. Et aussi ce tandem dessiné par le grand-père.
deux amis sont même venus avec la reproduction d'un vieux blériot à 4 roues. C'est très agréable parce qu'on est un petit peu espacé dans toute la France. Donc quand on peut se retrouver comme ça, là, on va profiter du week-end de chars anciens pour avoir toute la famille réunie. Et donc on va rouler tous ensemble, ce qui n'arrive pas souvent. Il y a surtout ces plages extraordinaires jusqu'au Calais. Des kilomètres de plage à profiter et sans limite, quoi. Sur la côte d'Opale, ces passionnés perpétuent l'esprit des grandes plages du nord de la France. Voilà, c'est la fin de ce film consacré au Nord-Pas-de-Calais, réalisé par Maha Kara et Tony Casabianca. Vous avez notamment découvert toute la modernité de la Villa Cavrois, construite au début des années 30 près de Lille. Sachez que le Centre des Monuments Nationaux a récemment retrouvé et acheté aux enchères du mobilier d'origine. Il s'agit de fauteuils et de tables qui ont ainsi retrouvé leur place dans le grand salon. L'historienne Éline Olivier travaille à la réhabilitation de l'un des hôtels particuliers emblématiques du Lille du XVIIIe siècle. C'est l'hôtel d'Avelin. Le bâtiment a servi de logement de fonction au recteur de l'académie. Il va être transformé en appartement. Romain Olivier, affineur fromager, continue d'inciter les producteurs locaux à relancer la fabrication de fromages traditionnels du Nord. Quant à Olivier Muslec, connaisseur et amoureux du patrimoine industriel de Roubaix, il se mobilise toujours pour préserver la mémoire ouvrière. Tous les contacts et les informations sont à retrouver sur le site de l'émission. Je vous laisse avec toute l'équipe du Grand Soir 3. Excellente soirée à vous. Bonsoir.